J'aimerais avoir ce que j'avais avant quand on faisait les OP où il y avait chaque semaine un putain de film intéressant à chroniquer et deux petits nanars rigolos. C'est fini, cette époque, elle est finie. Faut pas croire, mais on discute tout le temps avec la team de Capture. Parce que eux, ils font l'actualité. Donc évidemment, c'est quand même crétin si moi, j'arrive avec un truc derrière et que je reparle du même film dont ils ont parlé 2 jours avant. Ils en sont réduits, les pauvres, eux, à chroniquer l'anatomie d'une chute. Bon, qu'est-ce que je te dis ? Je vais quand même pas aller jusque-là, quoi. Alors bon, moi, je me retrouve avec les bras cassés, mais je me disais... Je vais trouver des trucs sympas sur les plateformes. Putain, mais et j'en bouffe des trucs, hein. Et ce qui est terrible, le pire, j'ai l'impression de voir toujours le même film. C'est un truc de fou. Donc c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on va attendre un peu parce qu'il y avait rien. Et je me suis dit, je vais commencer avec des petits films. Mais je vais commencer avec les petits films où tu te dis, bah c'est de la merde comme le reste, ou alors c'est dans la casse comme le reste. Mais en fait, ça nique un peu le truc de l'intérieur. Oui, donc, Gérard. J'ai failli que ce matin, je me suis réveillé en me disant je vais tourner. Je me suis dit, je vais quand même chercher un film qui se passe au Proche-Orient avec des points de vue d'orientaux dans tous les sens, en plein conflit israélo-palestinien. Je cherche la merde. Mais heureusement, ça ne parle pas de ça. Ou indirectement. Mais si, ça en parle quelque part. Ça en parle quelque part. Bon. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui on va s'intéresser à un film passé rapidement inaperçu, dont tout le monde se bat les glaouis, et qui s'est même fait déchirer par les rares critiques qui ont daigné lui accorder leur attention. Ce qui me surprend à moitié, quand le film en question n'est autre que le dernier Gérard Butler en date, dont la filmo est devenue depuis quelques années une succession de pantalonnades plus ou moins bisseuses qu'on regarde d'un œil distrait quand on s'emmerde et desquelles on n'attend plus vraiment grand-chose, si ce n'est le vague souvenir d'une époque yakaïesque autrement plus fondarde que ces nanars tentent vainement de singer en y perdant les outrances assumées et en se pliant au moralisme neuneux et vindicatif de l'époque. D'où l'indifférence polie d'un côté et le sarcasme de l'autre que j'assume pratiquer quand on écope d'un sous-Steven de plateforme comme son récent Mayday. Pourtant, avec Kandar de Rick Roman Vogd, 3e film du réal, avec Gérard après le catastrophique Chute du président et le regardable Greenland, on a affaire à autre chose. Pas un truc de ouf, mais juste un film un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de voir. Ce qui, dans une époque où absolument tous les bidons de lessive se ressemblent, est déjà pas si mal. Mais encore faut-il accepter de l'appréhender pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il n'est pas. Et non, pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il n'est pas. Flash info, un réacteur nucléaire iranien a été saboté par la CIA. Notre couverture est grillée. On part dans 15 minutes. Le vrai problème, c'est pas la distance. C'est ce qu'il y a sur le trajet. Personne ne va venir nous sauver. Il faut qu'on atteigne Kandahar. Laisse-toi! Une des raisons qui ont valu à Kandar d'être un peu vite balayé du revers de la main, c'est que tombait au même moment, sur la même plateforme, The Covenant de Guy Ritchie, qui sur le papier, en version pitch racoleur, racontait peu ou prou la même chose. Un soldat américain qui se fait baiser la gueule en Afghanistan doit rejoindre un point B en protégeant son traducteur local avant que de nombreux obstacles violents révèlent l'héroïsme de l'autochtone et les dilemmes existentiels du ricain culpabilisé, les deux devenant copains comme cochons, dépassant leur culture et leurs différences en une ode à la fraternité des peuples, digne d'un discours de Miss France. Ce qui chez Ritchie donne de l'overdrama insupportablement binaire et ridicule, et chez Gérard un faux actionneur cigalesque, pas plus subtil que The Covenant, mais suffisamment inattendu dans sa construction pour mériter un regard un chouïa moins blasé. Sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi, la réputation de Ritchie, pourtant bien faisandée, lui donne une forme de noblesse que n'aurait pas Gérard, ce qui me fait doucement rigoler, qui ne lui a pas valu d'être comparé à Kandar, mais de voir ce dernier comparé à lui comme un sous-produit à peine digne d'être mentionné.
Je vais donc renverser avec joie la vapeur, sans pour autant vanter le film de Gérard, rempli lui aussi de 1000 clichetons indéfendables, même si j'avoue y porter une affection particulière sur laquelle je m'interroge encore, mais sans doute, je la dois à de petits moments d'émotion moins forcés que chez Guy Ritchie, qui ont dû faire battre mon cœur de gazelle. Alors j'en profite pour faire tout à fait une digression à ce moment-là, parce que j'ai tellement vu, mais même, je regardais, tu vois, j'essayais de trouver des trucs sur Kandar, je trouvais rien. Genre, tout le monde s'en fout Et tout le temps, c'était renvoyé à Covenant. Que les mecs disent, super film de guerre, on regardait pas Kandar, c'est la même histoire. Non, mais c'est là où tu vois que ça a shifté. Il y a quelque chose qui a shifté. Parce que c'est tout ce qu'il y a de pire, The Covenant. C'est absolument tout ce qu'il y a de pire aujourd'hui. D'abord, c'est un renoncement cinématographique absolu. Il n'y a strictement aucune ambition visuelle. C'est dégueulasse de HKZ. Les scènes d'action à la base de caméras portées pseudo-suspense de merde, aucun découpage digne de ce nom, c'est une catastrophe cosmique. Et l'histoire, mais plus sur des rails, mais de pensée neuneux, j'ai rarement vu ça. Je trouve ça dramatique. Qu'un mec comme Ritchie, qui a pu faire des films intéressants à une époque qu'on aime, certains plus que d'autres, qui est quand même censé être un réalisateur, quoi. Et que, ne serait-ce que déjà dans Filmer le désert, le cascadeur de Kandahar fait 1000 fois mieux que lui. Il y a ne serait-ce que, malgré tout, tu vois, tu regardes Kandahar, moi déjà je me suis dit, ah c'est marrant, j'en ai bouffé du film d'action dans le désert, mais j'ai jamais vu ce type de décorum, ce type de paysage. Le mec, il est allé chercher des trucs. Tu vois, des déserts avec des roches particulières. Du coup, et il te fait des super bons mouvements de drone ou de travelling à ras du sol. Enfin, il y a une volonté tu vois, de te dire, oh, il y a de l'espace. Regardez, je vous filme en live, c'est beau. T'as jamais ça une seconde chez Ritchie. Pour que les choses soient très claires, niveau réflexion sur la géopolitique guerrière, l'un comme l'autre ne dépasse pas le stade d'une empoignade israélo-palestinienne sur Twitter. En gros, la guerre c'est moche, l'eau ça mouille et comme disait Sting, j'espère que les Russes aiment aussi leurs enfants, ce qui représente à peu près le stade où ce monde en est arrivé en termes d'indignation sélective. Du coup, si l'habitué de Butler ne regarde que ça, et les passages obligés de l'actionneur marketé, en gros Gérard Black Ops en plein divorce avec sa nana, et qui n'est pas là pour sa petite fille, et qui va péter la gueule à des djihadistes, et qui va sauver le gentil afghan à la fin, espérant sans doute que toute cette mièvrerie se noie dans un déluge pyrotechnique et une glorification du coup de poing dans la gueule, eh ben il va être méga déçu. Et logiquement, chier avec la même haine qu'une otarie bourrée à la bière sur ce truc qui ne lui donne même pas une contre-plongée au ralenti avec le drapeau américain qui flotte. Car aussi dingue que ça puisse paraître, Kandahar n'est pas un film d'action avec Gérard. Enfin si, il est là, au centre, et il tire même quelques petits coups de mitrailleuse, mais le vrai film, celui fantasmé s'entend, est juste derrière lui en fait, ou sur les côtés. Comme si Gérard n'était là que pour l'affiche et une fausse promesse d'action, c'est-à-dire la star dont on a besoin pour financer un film qui dissimule en réalité un déplacement du sujet vers toutes ses considérations annexes, les ramifications d'une guerre de l'ombre au Moyen-Orient, en accordant plus d'importance aux différents points de vue orientaux qu'à celui habituel du héros occidental parachuté en territoire hostile. Ce qui intéresse le réal et son scénariste, apparemment un ancien officier du renseignement, ce n'est pas Gérard au premier plan, mais les personnages et l'environnement autour. Ce n'est pas sa mission, mais ce qu'elle signifie pour les peuples et factions qu'il implique. Ce n'est pas l'action, jamais proactive d'ailleurs chez l'agent de la CIA joué par Gérard, mais le désir d'un réquisitoire assumé sur le chaos provoqué par l'ingérence américaine. D'un colonel iranien à un chef taliban, d'une milice tadjik à un espion pakistanais, en passant par le traducteur local et des commandos afghans qui se font passer pour Daesh, le film met 1 heure à glisser d'un point de vue à un autre avant que la promesse du pitch ne commence. Et elle est assez vite expédiée au profit du même désir de s'intéresser davantage aux personnages secondaires et à ce qu'ils signifient comme cet intermédiaire de la CIA qui au final se sacrifie en priant étonnamment Allah. Alors attention, je ne dis pas pour autant que la peinture du point de vue oriental est complexe ou que le film n'évite pas les écueils du moralisme, loin s'en faut, et ça suffira d'ailleurs à donner du grain à moudre à ceux qui y verront un actionneur Lexoville aux prétentions limitées. Je dis juste que pour un Covenant qui fonce
tête baissée sur les rails normatifs de la bien-pensance, le dernier Gérard a au moins le mérite de détourner nos attentes, de refuser l'unilatéralité du point de vue et d'être de facto un chouïa différent du tout venant actuel. Bien que Cuculapraline lui aussi, il a au moins ce mérite de finir en suggérant que chacun rentre d'abord chez soi pour réfléchir au vrai sens du combat qu'il a à mener. Il y a 30 ans, cette phrase, j'en aurais rigolé, mais aujourd'hui, ça paraîtrait presque subversif. Évidemment, tout n'est pas réussi. Et évidemment, il y a plein de choses caricaturales. Et d'ailleurs, quand tu regardes, même si le film prend les points de vue de plein d'autres personnages, à part Gérard, qui lui a vraiment, coche les cases de l'actionneur débile. C'est quand même énorme. Hein. Je commence avec une mission où il est en infiltration pour niquer une centrale nucléaire. Donc t'es dans le héros Gérard. Et puis Gérard qui doit rentrer voir sa petite enfant qu'il a pas vue depuis un moment. Et puis il appelle sa femme. Et là tu comprends qu'il est en plein divorce. Tu te dis alors c'est marrant parce qu'il y a ces passages-là et ils sont pas défendables. Comme t'as la morale neuneu où évidemment dans le désert première rencontre avec son traducteur local, le moment où ils sont tous les deux. Mais genre de but en blanc, il le connaît pas, il est déjà en train de lui faire un truc du style oui, sans vous, on pourrait rien faire ici, c'est vous qui nous aidez, et en même temps, on ne vous remercie jamais, et on vient vous faire des leçons de morale sur la façon dont vous gouvernez vos peuples. Alors t'es là, tu dis, c'est pas possible. En revanche, c'est intéressant de voir que des commandos afghans se font passer pour des mecs de Daesh pour pouvoir faire des missions en accord avec des intermédiaires de la CIA où tu sais pas trop si le mec il bosse vraiment sur la CIA ou si c'est un barbouze qui travaille en secret pour elle. Et ce personnage-là, qui est super intéressant, cet intermédiaire, parce que il est habillé comme un rebeu, il vit tout le temps là-bas pour faire les missions de la CIA. Et en même temps, il est à la fois occidental et à la fois contaminé par cette culture-là, jusqu'à ce qu'à la fin, il décide de s'impliquer. Et quand il meurt, le mec, il meurt en récitant une sourate, quoi, à la gloire d'Allah. Ça, c'est intéressant. Moi, je m'y attendais vraiment pas à ça à la fin. Et puis, alors, t'as le coup de la lanceuse d'alerte, journaliste, qui est un peu grossier. Et donc, t'as une espèce de... Le film passe son temps, et c'est ça qui fait à la fois sa faiblesse, à la fois sa réussite, avec des trucs trop gros et trop caricaturaux et trop binaires, et puis des petites choses malines. Et des petits moments où tu dis, putain, le film aurait été que sur cette tonalité-là, ça aurait été génial. Et c'est ça aussi qui fait qu'à chaque fois, moi, il me relançait mon intérêt, et à la fois, je repartais dessus. Tu vois, moi, il y a cette scène que je trouve centrale et qui est assez géniale, et qui, pour moi, tient toute la profession de foi, entre guillemets, cynique de ce film-là. C'est où, à un moment donné, il est avec son traducteur, il lui dit j'ai un ami dans la région, il va nous aider parce qu'on n'arrivera pas tout seul à rejoindre Kandahar. Donc il contacte le mec, et là tu vois arriver des mecs tarés avec des kalachnikovs en mode gros vénère. Et en fait, son pote, c'est un salopard, c'est une malice tadjik. Et son pote, c'est l'incarnation du mec qui, par cupidité, travaille pour tout le monde. C'est-à-dire, il bosse avec les Russes, avec les Israéliens, avec les talibans, au gré de ce qu'on le paye pour faire des trucs de saloperie. Et évidemment, le traducteur à côté de Gérard a vu une partie de sa famille se faire buter par ce mec. Donc, c'est intéressant parce que les mecs arrivent, classique, hein, le gentil rebeu, le méchant rebeu qui vont s'affronter, sauf que tout le truc, c'est qu'ils ont des contentions entre eux, culturelles, au-delà de la violence du truc, et Gérard qui se retrouve en plein milieu, hyper emmerdé. Et moi, j'adorais cette scène-là parce qu'il n'arrête pas de dire aux gens non, mais tu vois, il essaye. Et puis au bout d'un moment, tout le monde dit non, mais casse-toi, c'est pas ton problème. Et en fait, il est là, dans la scène, mais il n'est pas là. Et la seule chose que tu regardes, c'est les deux rebeux en train de discuter, de se foutre sur la gueule. Et en fait, tout le principe du film, il est là. Et j'aimais bien cette façon de dire voilà, en fait. Le mec auquel tu t'identifies, il est là, mais tout ce que tu es en train de voir autour, c'est de sa faute, en fait. Donc, ce mec-là et le connard qui fout la merde, et tu vois comment les autres sont obligés de se tirer la bourre. Donc, évidemment, tu vois une proposition petite de réflexion comme ça, bon, elle convoque exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où tu as envie de dire aux gens sur Gaza, Israël et tout ça, voilà, il y a le pilier devant, là, mais regardez plutôt ce qui se passe autour et sur les côtés, parce que vous aurez probablement une réponse un peu plus juste que ce que vous croyez. Et le film a ce mérite-là. Et pourquoi j'aime cette scène-là ? C'est parce qu'il a ce mérite-là dans sa scénographie de la scène. Il utilise pour le coup le cinéma. Ça en dit plus long que beaucoup de choses qu'on m'a racontées. Et alors c'est presque dommage du coup qu'il y ait des passages ultra caricaturaux à d'autres moments, avec la morale neuneu à la Covenant, tout envie de dire, mais non, ça c'est inintéressant.
Donc voilà, à partir du moment où tu regardes plus le film comme un film d'action, parce que même le pitch de « il faut que je fasse 600 km pour emmener le mec », il est biaisé, il est niqué. Je veux dire, le film met 1 heure à présenter les persos, et après il t'expédie le truc en 3 secondes et demie, et puis surtout pour rencontrer d'autres persos. Donc c'est pas du tout le côté Mad Max sur la route qui compte. Donc en fait, le film te ment, mais il te ment, je trouve, pour la bonne cause. Parce que tu ne peux pas, et moi je comprends les mecs, moi, genre, aujourd'hui, n'importe quel réel ricain qui va arriver en disant... Moi, je veux faire un film qui prend le point de vue d'un Pakistanais ou d'un Tadjik, là, au fin fond du truc. Les mecs, ils rigolent. Donc, tu dis, bah, voilà. Je vais faire Gérard qui va faire une mission, mais en fait, ce que derrière m'intéresse, c'est les mecs qu'il y a derrière. Évidemment, donc, du coup, t'es limité aussi par ça. Tu peux pas en faire un film 100% sur ça, mais ne serait-ce que cette démarche, qui n'a pas le niveau d'un Solima, mais qui est de dire, je vais mettre tout le monde en présence. Je trouve ça assez couillu de la part des mecs, et puis surtout un peu différent. Moi, j'aime bien ce truc-là, qui n'est même pas de dire faut pas faire la gueule ou quoi que ce soit, c'est juste de te dire à la fin, et à un moment donné, chacun chez soi, regardons notre merde, et quand vous verrez un vrai problème, vous vous en mêlerez. Ce qui est presque inenvisageable. Et alors, et du coup, ça marche bien dans cette fin. Ça marche bien dans cette fin parce qu'il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas que des gentilles victimes, enfin tu vois, des méchantes victimes et des gentils trucs. Il y a des gens qui s'en sortent et tout ce que tu veux. Et cette espèce on dirait une fin de série télé, tu sais, où on t'a introduit des personnages pendant une saison, plusieurs, et que musicalement, tout d'un coup, on te montre le destin de chacun d'eux. C'est ultra classique. Ça marche super bien, je trouve, dans le film. Et en plus, avec cette façon de... Il y a des scènes d'émotion. Tu vois, il y a des scènes d'émotion, elles ont marché pour moi. Donc, on a raison, pas jamais marché une seconde dans The Covenant, et pourtant, ils te sortent les violons. Hein. Et dans Kandahar, moi, la scène de la fin, aussi cucu soit-elle, ben, je l'ai trouvée hyper touchante. Et ça m'embarquait dans le truc, quoi, tu vois. Bref. Continue. J'allais jamais croire de ma vie que j'allais dire que j'ai des scènes d'émotion qui m'ont emporté dans un Gérard Butler. Jamais j'aurais cru. Voilà, la minute Yannick Dahan, c'est terminé. Donc n'écoutez pas tous les commentaires parfois un peu débiles qu'on trouve sur Internet. Moi, je ne vous conseille pas du tout de regarder The Covenant de Guy Ritchie. Je vous conseille à la limite sur le même sujet de regarder le Gérard Butler qui a plein de défauts, mais qui a aussi quelques petites qualités, et moi je l'ai trouvé plutôt captivant, ce qui est rare quand même aujourd'hui que je ne m'endorme pas au bout de 20 minutes de film. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre petit film comme ça, qui est vendu d'une certaine manière, mais qui en fait cache quelque chose lui aussi de plus intéressant, et c'est ce genre de film qui m'intéresse. Donc maintenant, moi je vais parler de ça. Je vais essayer de regarder des trucs et d'y trouver le mec qui en fait a envie de faire autre chose à l'intérieur, mais on le laisse pas faire, alors il se démerde pour le faire quand même. Ça, c'est quand même plus intéressant. Voilà, allez, à la prochaine fois.